Amis de la matinale Tocsin, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Je suis très heureux d'être là, comme tous les vendredis matins. Et je voulais qu'on parle absolument d'euro numérique. Je sais que c'est un sujet qui est cher à vos petits cœurs meurtris d'épargnants français, de citoyens solvables. Et pour ça, j'ai appelé Tom Benoît. Salut Tom, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, très bien. Bon, super. Mais toi, on te connaît, essayiste, entrepreneur et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Tu fais pas mal de vidéos, tu es très présent sur les réseaux et sur les médias depuis un certain temps maintenant. Quel est le dernier invité que tu as passé au grill, notamment sur TV5 Monde? Parce que Non, je passe pas au grill, non, j'ai traité avec Jean-Noël Barrot de l'endettement européen, de Security Action for Europe, Ouais. principalement, voilà, qui va permettre donc à l'Union européenne de s'endetter à hauteur de 150 milliards sur les marchés financiers, donc de subventionner les États européens. Mais je Ouais. passe personne au grill, hein. Je pose des questions de journalistes, comme Ouais. la plupart des journalistes Ouais. devraient le faire. Il Voilà. t'a convaincu ou pas? Non, je ne vais pas être convaincu dans cette position-là. C'est Ouais. plutôt. Il a répondu, en tout cas, assez honnêtement, si je puis dire, aux questions. Ouais. Alors, la démarche, personnellement, je ne la partage pas. Je suis plutôt opposé à l'idée de Ouais. s'endetter à l'échelle européenne, mais ça, c'est un Mm. autre sujet. Mais c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui. Voilà. Mais Oui, Jean-Noël Barrot a exactement. répondu, en tout cas, aux questions. Ce qui n'est pas Ouais. le cas de tous les ministres. Et il m'est arrivé régulièrement dans cette partie de ma vie et de ma carrière en tout cas, d'interviewer des ministres qui fuyaient les questions et qui étaient même déçus qu'on puisse se permettre de leur poser des questions d'actualité, ce qui n'a pas été le cas de Jean-Noël Barrot. Voilà. Bon, d'accord. Bon, ça c'est fait. On vous invite à aller voir la séquence notamment. Mais ce matin, je t'ai appelé Tom et merci d'être là pour parler de l'euro numérique parce que ça se rapproche, cette histoire-là. Est-ce que les craintes sont confirmées aujourd'hui et vers quoi on va? Vers quoi on va? Alors, vers quoi on va? C'est une bonne question. Moi, c'est un sujet qui m'a intéressé dès le départ, si je puis dire. J'avais fait paraître une tribune dans Le Point en 2023, Hmm. de fin 2022 même, de laquelle je ne retirerai aucun mot pour ainsi dire, et Hmm. dans laquelle je mettais le doigt sur ce qui me semblait être le plus intéressant, c'est-à-dire la segmentation de la monnaie banque centrale. Hmm. Pour bien comprendre l'euro numérique, au-delà de toutes les craintes, et elles sont légitimes de la part des citoyens qui disent mais on va nous tracer, on aura un compte directement à la Banque centrale, donc il y a beaucoup de caricatures, et à juste titre, mais c'est assez évocateur de dire si on décide que je ne dois pas manger de viande, on me privera d'acheter de la viande avec mon compte à euro numérique, ou on me dira vous avez fait le plein de gasoil 2 fois dans la semaine, il fallait, ou d'essence, il fallait le faire une seule fois. C'est pas tout à fait faux, effectivement. L'euro numérique peut être un outil pour la Banque centrale européenne pour tracer un petit peu plus la population assez directement et pour avoir une politique monétaire directe, on va dire, qui agit directement. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est la segmentation de la monnaie entre ce que j'appelle le business, la monnaie business et la monnaie sociale, en quelque sorte. Ouais. C'est que je vois l'euro numérique arriver comme étant l'outil qui va permettre aux États européens surendettés de d'émettre des chèques spéciaux, donc que ce soit les chèques énergie, les chèques alimentation, des Hmm. aides sociales en tout genre, en euro numérique, sans abîmer l'euro traditionnel. Parce que l'euro numérique sera une seconde structure monétaire émise par la Banque centrale. Hmm. Ce qui se passe également, c'est qu'au sein de cette seconde structure monétaire, il y aura là aussi une division en deux. Ça veut dire que l'euro numérique ne va pas être un seul euro numérique. Il y aura vraisemblablement, c'est de la politique fiction, mais pour le moment, l'euro numérique n'est pas en circulation. Donc je me fie à ce Ouais. que j'ai lu des communiqués de la Banque centrale, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Et, et bien sûr, tout ceci n'est pas définitif. Mais la Banque centrale européenne prévoit d'avoir un euro numérique de gros, donc qui Hmm. va servir au règlement qu'on appelle aujourd'hui les règlements interbancaires en quelque sorte, qui sont les règlements entre les banques commerciales et la banque centrale. Donc si par exemple la Société Générale doit 200 millions au groupe BNP Paribas, Hmm. aujourd'hui ça se fait avec de la liquidité, ça se fait avec de l'euro, j'ai envie de dire le seul, le vrai et l'unique, c'est-à-dire de la monnaie banque centrale. Et dans ce cas, donc la Société Générale dit à la Banque Centrale Européenne, vous allez virer 200 millions de mon compte auprès donc de la BCE Ouais. vers le groupe BNP Paribas. Hmm. Et ça se fait pas avec des titres obligataires, hein. C'est pas avec des titres, c'est pas avec des titres de dette, ça se fait avec de la vraie monnaie, avec de la D'accord. liquidité. Hmm. Et là, l'idée finalement est de créer un euro numérique qui soit divisé en deux, et donc il y a un euro numérique de gros qui permette ce type de règlement, et qui est aussi un euro numérique
comment dire, de retail en quelque sorte pour le commun des citoyens lorsqu'il va payer par exemple ou encaisser, si c'est le boulanger qui encaisse 2 euros, 1 euro numérique. Mettons qu'il y ait une parité 1 pour 1, c'est un peu ce qui va être fait, à mon avis, il va y avoir... Ouais. L'idée, ça va être qu'un euro numérique vaudra 1 euro. Alors après, est-ce qu'il vaudra réellement 1 euro? Finalement, pas vraiment. Parce que si sur l'euro numérique, il peut y avoir une forme de péremption, s'il peut y avoir une forme également de dictature des dépenses, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il est évocateur, mais si on dit par exemple de telle ou telle période, donc on considère que vous ne devez pas acheter tel produit parce que ça va à l'encontre des considérations environnementales, par exemple, du moment, mais que vous pouvez le faire avec votre euro traditionnel, que ce soit en monnaie scripturale, en paiement par carte bleue ou avec du cash, on va se dire finalement qu'en termes réels, applicables, l'euro numérique vaudra moins que l'euro traditionnel puisqu'il ne permettra pas les mêmes acquisitions et la même liberté. Donc la question qui va se poser, ça va être un peu ça. Ce qui est intéressant à observer, c'est que quoi qu'il en soit, il y a une division des schémas monétaires qui est en train d'être opérée d'une façon assez naturelle par les crypto-monnaies, par la blockchain. Et pour la première fois, donc les banques centrales, les États arrivent un petit peu après la bataille, en quelque sorte. Il y a déjà une perte de pouvoir de la part des États et des banques centrales qui est observée. Il y a beaucoup de blanchiment. Le narcotrafic aujourd'hui, les narcotrafiquants blanchissent beaucoup avec des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de plateformes officieuses également qui permettent d'anonymiser, pour ainsi dire, les paiements sur les blockchains qui ne seraient pas encore parfaitement et totalement anonymes. Donc les crypto-monnaies permettent de blanchir de l'argent, permettent d'échapper à l'impôt, permettent de payer un peu ce qu'on veut finalement en dehors des radars. Et la Banque Centrale Européenne arrive en disant on va créer un euro numérique et cet euro numérique sera régi par la blockchain. Donc c'est certainement vrai, il va être régi par une blockchain, mais qui va être une blockchain dirigée sur laquelle la BCE aura la main. Donc la technologie blockchain, qui prend tout son sens lorsqu'elle est finalement autogérée, lorsqu'elle est décentralisée, dans cette situation, n'aura pas d'utilité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'euro numérique ne sera pas une monnaie, ne sera pas un actif, on peut appeler ça comme on veut, actif ou monnaie, puisque les crypto-monnaies sont à la fois un peu des actifs pour certaines et beaucoup des monnaies dissidentes, alternatives pour d'autres, et parfois pour toutes, qui va séduire. Les citoyens ne vont pas se dire on va placer dans l'euro numérique. Ça ne va pas être ça l'intérêt. Ça va être un outil qui va être au service principalement des États européens. Dernier point assez important, je te laisse poursuivre, tu as peut-être des questions par la suite, c'est que ce qui m'a intéressé dans le sujet, c'est la coopération entre les banques centrales, puisque plusieurs banques centrales, donc Trump a déclaré nous interdisons la création d'une monnaie numérique de banque centrale aux USA, mais il y a un peu des projets de monnaie numérique de banque centrale en Chine pour les plus avancés. Les plus avancés, aujourd'hui, c'est la Chine et le Nigeria. Ce sont des pays qui ont avancé sur les monnaies numériques avec des expérimentations. À Shenzhen, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà utilisé la monnaie numérique de banque centrale, mais la question, c'est la coopération, parce que quand on crée le système monétaire, qui apparaît pas de nulle part, qui sort pas de nulle part, il faut quand même qu'il y ait des coopérations, il faut qu'on discute, il faut qu'on se dise, bon, ben, la Banque centrale de Russie, par exemple, vous émettez de la monnaie, vous fabriquez de la monnaie, vous fabriquez du rouble, vous avez des banques commerciales, Gazprom Bank, vous avez une banque centrale, et vous contrôlez vos capitaux en ce moment, mais vous ne les avez pas toujours contrôlés. On peut changer le rouble, vous détenez des réserves de change en dollars, des titres, vous détenez également des réserves en liquidité en dollars, on vous fournit de l'euro, on vous fournit des pièces et des billets, surtout des billets, on va dire, à la Banque centrale en euros. Là, aujourd'hui, on a arrêté tout ça, par exemple. On est en froid avec la Russie, ça n'aura échappé à personne, si je puis dire. Et donc, dans cette situation, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est qu'on crée notre euro numérique et les Russes, par exemple, créent leur rouble numérique, mais on ne va pas coopérer comme on le faisait pour l'euro traditionnel et pour le rouble. J'imagine mal au même moment où Gabriel Attal dit il faut saisir les avoirs russes. Finalement, les banquiers centraux russes et européens se mettent autour d'une table en disant on va créer un système pour pouvoir basculer nos euros numériques en roubles numériques. Donc tout ça sera impossible. Est-ce que ça va se produire avec la Chine? Pas sûr non plus. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que je vois que par rapport aux expérimentations, que ce soit au Nigeria ou en Chine, pour le moment, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange de monnaie numérique. L'idée existe. De grandes personnes en ont parlé autour d'une table. Voilà. Mais
dans l'application, ça ne s'est pas fait. Pour le moment, on n'échange pas de la monnaie numérique de banque centrale, le Ineria du Nigeria, au yuan numérique. Donc les questions qui vont se poser par rapport à ça, c'est est-ce que les monnaies numériques vont être des actifs comme ça, mais monétaires, qui vont être esselés dans leur zone, qui vont fonctionner uniquement dans leur zone, avec des intérêts divergents en fonction des zones, que ce soit justement la Chine ou l'Union européenne, ou est-ce qu'il va y avoir un système de monnaie numérique de banque centrale entre tous les États? Est-ce qu'il va y avoir ces États dominants, que ce soit les pays qui font partie de l'Organisation mondiale du commerce, ou donc tous les gros pays qui pèsent en quelque sorte dans le jeu, y compris des pays d'Afrique, on le voit aujourd'hui, mais surtout Brésil, Chine et États-Unis, qui vont participer à la danse. Et vraisemblablement, c'est plutôt la première hypothèse, c'est-à-dire que tout le monde va faire les choses dans son coin avec des intérêts assez isolés. Mais alors, c'est intéressant. Revenons aussi à cette idée pour les gens qui nous regardent, parce qu'il y a une vraie panique aujourd'hui, concrètement, Tom, sur ce traçage, cette péremption. J'aimerais aussi qu'on revienne sur l'idée de péremption. Est-ce qu'il va y avoir une péremption? Ça s'est fait en Chine, notamment. Il peut y avoir une péremption, bien sûr. Il peut y avoir une Vous péremption. expliquer ce qu'est la péremption, parce que quand même, c'est la fin de l'épargne, c'est la fin du capital. C'est pas le plus gros problème, parce que Ouais. il faut pas. Moi, je panique pas beaucoup, sincèrement. Je suis pas quelqu'un de, comment dire, je cherche pas à agiter les foules, à inquiéter. Ouais. Ça, on le fait si on a quelque chose à vendre, généralement. Ouais. C'est la méthode. Mais des portes de sortie, vous en aurez toujours. Vous n'allez pas, quoi qu'il en soit, l'euro numérique, ça va être un plafond à 3 000 € vraisemblablement. Donc c'est la grande question de l'euro numérique ici, au sein de la zone euro, réellement, pour annoncer la couleur, c'est de créer une monnaie d'aide sociale. La seule idée de l'euro numérique, c'est de créer une monnaie qui permette d'émettre justement des aides sociales et qui soit un outil monétaire. Alors là où il y a un danger, par contre, d'un point de vue plus civilisationnel, qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y ait cette division et que le principe de la monnaie fait qu'on doit être tous sur un pied d'égalité, même si on n'est pas à égalité en termes de détention, mais la monnaie doit être seule et unique. Ça doit être la même monnaie qui sert juste à acheter la baguette de pain et également à investir 20 milliards quand c'est Rodolphe Saadé qui investit 20 milliards aux États-Unis. Et là, avec cette division monétaire, ça veut dire que la Banque centrale va émettre des catégories de monnaie qui ne seront pas les mêmes, des monnaies sociales, justement, Et ça, c'est une problématique. Par contre, est-ce qu'on pourra y échapper? Oui, certainement, probablement. Vous pouvez échapper à tout aujourd'hui. Je veux dire, des gens qui n'ont pas envie d'écouter BFM TV aujourd'hui n'écoutent pas BFM TV, ils vont sur les réseaux sociaux. Et ça fait parfois faire une élection aux États-Unis quand ils ne regardent pas CNN ou NBC ou même Fox News, qui est quand même plus regardé. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dirige vers une société qui, quoi qu'il en soit, va laisser beaucoup de portes de sortie. Par contre, il va falloir être beaucoup plus réactif qu'auparavant. Moi, ça fait des années que j'alerte, et à juste titre, si je puis dire, sur la question de la liquidité, du rapport à la liquidité. Les gens avaient oublié, les épargnants, les utilisateurs de la monnaie, les citoyens, que la liquidité n'était pas la richesse, finalement. Et cette question de la vraie liquidité va se poser davantage aujourd'hui, mais sur l'euro numérique et sur le reste. Donc, c'est pas plus grave sur l'euro numérique. Tu sais, à partir de 2008, il y a eu une véritable fracture. On a pris conscience avec la crise des subprimes que les banques centrales, finalement, détenaient beaucoup moins de liquidités qu'on ne l'imaginait, mais qu'elles détenaient surtout des titres obligataires, des titres de dette, la dette des États. Et on avait considéré que la détention de titres obligataires, c'était la détention de liquidités. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, les vraies liquidités sont les actifs qui sont réellement demandés, à la fois par les institutions officielles et par les privés, comme l'or. Par exemple, c'est pour ça que j'ai parlé régulièrement de l'or, et que la seule vraie monnaie aujourd'hui, finalement, c'est l'or. Après, il y a les crypto-monnaies comme le seule vraie monnaie parce qu'elle est reconnue par les États. Parce que quand on parle des crypto-monnaies, personne n'a levé l'impôt en bitcoin aujourd'hui. Personne ne s'est fait payer en bitcoin en tant que société également. C'est là-dessus qu'il faut attirer l'attention. Les gens oublient trop souvent quand on parle, justement, on dit telle compagnie ferroviaire accepte désormais le bitcoin. Non, c'est pas vrai. Ils acceptent de se faire payer en bitcoin, mais ils le convertissent immédiatement. Ils ne sont pas payés en bitcoin. Ils reçoivent du bitcoin. Ils le convertissent en fiat, Tom, c'est ça? Ils convertissent en monnaie fiat, absolument. Parce qu'ils sont obligés, ils ont un commerce, ils payent des impôts, ils ont une entreprise, ils encaissent de la monnaie fiat. Ils n'encaissent pas du bitcoin. Si demain, il y avait un État, ça peut être les États-Unis, Donald Trump par exemple, qui dit on va créer un système, un schéma entrepreneurial, une structure qui va permettre aux entreprises d'encaisser en bitcoin et donc de payer en bitcoin.
Et il pourrait dire, on accepte également quelques crypto-monnaies, il créerait un panier de crypto-monnaies qu'il officialiserait, il y aurait Ouais. Ethereum dedans sûrement, il y aurait Ouais. deux, trois autres, Ouais. Solana, et il dirait, Solana et avec autres. ces crypto-monnaies, vous allez pouvoir à la fois payer, nous on peut payer, récolter l'impôt. Donc là, on créerait un système qui serait parallèle et ça serait parfaitement inédit. Pour le moment, les seules monnaies qui ont cours légaux, qui ont un cours légal, ce sont les monnaies fiat. Voilà. Ouais. C'est intéressant parce que notamment, et tu le sais, il y a quand même une partie de la population aujourd'hui qui est en train de s'intéresser très rapidement et à se former rapidement à toutes ces questions. Alors, pas de façon aussi précise, hein, élaborée, mais tout de même, moi, je suis impressionné par les cartons de vues de pas mal de vidéos de gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Et il y a des gens qui vraiment aujourd'hui ont des véritables stratégies financières, même avec pas grand-chose pour le coup, hein. Il y a vraiment des gens qui aujourd'hui ont peur Parce et que veulent se mettre à l'abri, hein. je crois que ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, surtout, c'est qu'il ne faut pas confondre l'épargne et le business. J'en Ouais, parle assez régulièrement et toutes les structures d'épargne qui permettent soi-disant de protéger son épargne, de se ouais. protéger de l'inflation, de ce qu'on considère aussi comme étant l'inflation, hein, d'ailleurs, parce qu'il y Mmh. a pas, c'est un autre sujet, mais finalement, on n'est pas sur un pied d'égalité réellement quand on parle de perte de valeur de monnaie en fonction des pays, en fonction des économies plus ou moins ouvertes, plus ou moins refermées. Et le business, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont compris que s'ils voulaient gagner de l'argent, s'ils voulaient protéger leur épargne, il fallait qu'ils protègent leur épargne en businessman, Mmh. encore plus qu'auparavant, et que tous les schémas conventionnels ne permettaient plus de Ouais. protéger son épargne. Il y a eu une époque, effectivement, mais c'est un peu la même chose dans l'actualité, finalement. Il y a eu une époque où on arrivait à s'arrêter pendant, moi je ne l'ai pas connu parce que je suis très jeune, en quelque sorte, Ouais. mais je veux dire, où on arrivait à s'arrêter finalement même de travailler pendant 4 jours, on se renfermait dans le noir, entre guillemets, et on lisait tous les livres qu'on avait besoin de lire, on écrivait ce qu'on avait besoin d'écrire, on travaillait sur les sujets sur lesquels on avait besoin de travailler, et on Mmh. reprenait le journal 4 jours après, il ne s'était pas passé grand-chose. Aujourd'hui, Ouais. si on s'arrête pendant Mmh. 4 jours, on ne comprend plus rien. On se dit, Ouais. qui est-il celui-ci? Il est secrétaire Ouais. au Trésor aux États-Unis, Ouais. on ne le connaissait pas 2 jours avant, il a dit ça, et le monde a changé en simplement une semaine, et on est connecté sur des fils d'actualité avec Ouais. une activité permanente qui Ouais. fait qu'on doit réagir. Et sur la gestion de l'argent, c'est la même chose. Aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite qu'on ne Mmh. peut pas lâcher. Auparavant, on pouvait lâcher, on pouvait se dire, bah, je Ouais. vais ouvrir une assurance vie, je vais mettre ça, et puis ça va pas bouger Ouais. si vite que je risquerai de perdre. Aujourd'hui, c'est plus possible. On est Mmh. obligé réellement de s'intéresser soi-même aux grandes tendances parce qu'elles apparaissent beaucoup plus vite. Mmh. Aux États-Unis, par exemple, sur les voitures électriques, j'ai parlé justement de BYD assez Mmh. récemment. Je lisais un papier dans les Échos hier qui disait que BYD vendait plus que Tesla pour la première fois. Il y a des géants comme ça qui sont en train de se construire et qui sont des schémas sur lesquels on est obligé d'être ouvert si on veut réellement protéger son argent. Et on ne peut pas se satisfaire d'investir sur les grandes valeurs américaines ou les valeurs Ouais. françaises de la Mmh. défense, voilà, Mmh. tout ce qu'on nous raconte en quelque sorte qui serait la panacée pour pouvoir protéger Mmh. son épargne. Il faut être businessman dans la gestion Ouais. de son épargne si on en a beaucoup. Voilà. Mais c'est absolument dingue parce que c'est quand même un recul incroyable. On était censé avoir une certaine forme de sécurité, d'épargne, d'épargnants dans un pays comme la France. C'est-à-dire Non, qu'aujourd'hui, pas on est vraiment, contraint. bah non, pas vraiment. On a Non, mais fait on est contraint aujourd'hui le livret A, par exemple, ou les livrets. Il y a quand même une peur à ce niveau-là. Et on se dit, bon, mais ce qu'on pouvait faire avant en tant que bon père de famille, en disant, tu l'as dit, en mettant de l'épargne en livret, en assurance vie, en livret A, en machin, on était assez serein. Mais Mais parce aujourd'hui, que les gens plus ont un pas. mauvais état d'esprit, les gens manquent de témérité en France. Les Français, Mm. par nature, ne sont pas téméraires. Alors, pas tous les Français, hein, Ouais, parce ouais. qu'il y a des centaines de Mm. milliers de personnes qui nous écoutent, justement, et Ouais. généralement, peut-être pas dans cette émission, mais en Mm. règle générale, voilà. Et je crois que ce sont les plus malicieux, je Ouais. dirais, mais on est 70 millions, nous sommes Ouais. 68 millions en France et je vois que les vidéos justement qui traitent de ces sujets-là plafonnent aux millions généralement. Et 1 million, c'est un succès, voilà. Ouais. Mais il y a quand même 90% de la population qui reste très très endormie Ouais. à ce niveau-là. Alors sur les, les livrets, oui, les gens sont inquiets sur le livret A, mais le livret A, c'est pas grand-chose, hein, quoi qu'il en soit. Mm. Là, on Mm. parle de petites épargnes, hein, c'est pas le plus inquiétant. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est si on a des comptes. Alors, je respecte ça, évidemment, c'est normal d'être inquiet pour son livret A, mais on se remet beaucoup plus facilement quand même de la perte de valeur proportionnée de 15 000 euros que si on a aujourd'hui 5-6 millions en France. Là, il faut se poser des questions. Mm.
Là-dessus, sur l'effort de guerre, il nous reste encore 5 minutes, Tom. Merci d'être là ce matin avec nous. L'effort de guerre, le livret défense, c'est flou tout ça quand même. Hein. C'est flou. Bon, Hein. c'est flou. Et alors, moi, Ouais. j'en ai parlé aussi un petit peu avant les autres, si je puis dire, Ouais. de ce plan qui allait être de créer un produit d'épargne. C'était évident, on le voyait dans tous les rapports. C'était le grand projet, à la fois européen Ouais. et français, de la part de tous les européens. Ce qui est surprenant, c'est que le ministre de l'économie lui-même dit on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Alors moi, j'attire l'attention sur un fait assez important et qui va... Je fais une petite prédiction, c'est un petit scoop. Dans quelques semaines, dans tous les grands médias, il y aura des gros titres justement qui afficheront le livret d'épargne est un succès et il a déjà récolté tant de centaines de millions d'euros. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la loi est taillée sur mesure, non pas pour que les épargnants y aillent, parce qu'ils sont volontaires pour investir pour l'effort de défense, mais tout simplement parce que beaucoup d'assureurs sont contraints par la loi Pacte de 2019, qui a été révisée en 2023-2024, à investir dans des produits qui investissent dans du non-coté. C'est l'idée du produit d'épargne d'investir dans du non-coté, donc des sociétés qui ne sont pas cotées, c'est pas Dassault, ce sont des petites sociétés. Et donc, étant donné qu'il y a pénurie de produits d'investissement pour ces assureurs, tous les assureurs qui ont été conviés au ministère de l'économie il y a quelques semaines vont orienter justement de l'épargne d'assurance vie vers ce produit. Donc il va y avoir un afflux, c'est un petit peu comme si on amenait finalement le tuyau d'une vanne à une autre, voilà, d'un réceptacle à un autre réceptacle, et on va déverser de l'épargne. Donc il va y avoir une récolte d'épargne, on va dire des plus oisifs, des plus passifs, de ceux qui ne gèrent pas, mais qui ont confié, de toute cette liquidité finalement qui est dans le circuit, d'une façon directe et indirecte, et qui est gérée par des institutions, mais ça ne va pas être des épargnants qui vont volontairement se diriger vers le produit d'épargne. Le produit d'épargne, lorsque l'État, ces dernières années, nous a dit on vous garantit telle ou telle opération, ces opérations ont été des échecs, généralement. Là, cette fois-ci, l'État nous dit, en quelque sorte, on ne vous garantit pas. Ce sera peut-être 5%, peut-être 10%, peut-être 15%, ça prête à sourire, mais l'État ne garantit pas. Le livret A est garanti, là, ça ne sera pas garanti. Là où j'alerte également, et c'est assez, je veux dire, sensible comme sujet, il faut être un peu audacieux et délicat, mais c'est quand même le bras armé de la corruption, ce type de schéma. Pourquoi ? Parce que vous allez créer des commissions qui vont décider d'investir donc dans le non-coté, dans des sociétés. Mais dans quelle société ? Moi, si on me donnait les clés aujourd'hui et que j'étais président d'une commission et que j'avais les moyens finalement d'apporter du cash, tout le monde veut du cash. Hein. Moi, si on me donne 2 millions aujourd'hui, qu'on me fait une ligne de crédit, je suis en capacité d'en générer 4 très rapidement. Mais il me les faut, les 2 millions. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise, voilà, j'arrive avec 2 millions d'argent frais, fais-en ce que tu veux, on te fait confiance, et voilà. Mais là, c'est un petit peu la même chose, on va donner de l'argent, et il y a des personnes qui vont pouvoir faire le cadeau, je dis d'une façon assez simple, mais donc qui vont accorder le privilège à des sociétés de les financer, qui vont les arroser d'argent, qui vont leur permettre de se financer, de leur donner ce que l'air est à l'homme, mais là, c'est de l'argent aux sociétés, en quelque sorte. Donc, c'est quand même un privilège assez énorme, et quand je dis le bras armé de la corruption, qui vont être ces personnes qui vont décider justement d'investir dans telle ou telle société. Enfin, moi, je suis pas très convaincu par tout ça, je pense que c'est un jeu dangereux. Je voudrais pas que l'Europe et la France, surtout, deviennent un territoire totalement socialiste. Voilà, on est sur l'autoroute du socialisme, mais je voudrais pas que la France devienne un pays justement qui j'ai beaucoup d'amis très riches, pas seulement milliardaires, mais aussi multimillionnaires, voilà, qui sont pas forcément implantés ni dans Paris, parfois beaucoup moins que moi, qui me demandent à la fois des mises en relation, des conseils parfois, et aussi à l'étranger, qui me disent mais je veux pas laisser une larme d'argent en France aujourd'hui parce que je vois ce qui est en train de se passer, et donc va se poser la question maintenant de se dire est-ce qu'il est intéressant d'avoir une autre nationalité. Voilà, moi je serais tenté de faire comme Thierry Breton aujourd'hui. Hein. Il est sénégalais, je crois pas qu'il y ait beaucoup de sang africains, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à ça aussi et qui se disent il va falloir que je trouve une porte de sortie. Donc c'est pour ça que je dis aux Français aujourd'hui soyez vifs, soyez alertes, réfléchissez au maximum. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui va vous servir durant la décennie qui vient, parce qu'elle va être parfaitement impitoyable. Prenez un temps d'avance. Tous les charlatans qui vont vous expliquer encore, parce qu'ils ont des produits d'épargne, parce qu'ils ont des investissements à vous faire dans leur fonds monétaire, par exemple, dire, ne vous inquiétez pas, il faut rester dans le système assurance vie. Méfiez-vous réellement, n'hésitez pas déjà à comprendre quels vont être les systèmes alternatifs qui vont vous permettre d'avoir
de vous exiler par la suite, mais vous resterez français en quelque sorte, mais vous allez Ouais. peut-être pouvoir vous installer, vous allez, pour tous ceux qui se disent je vais peut-être passer une partie de ma vie ailleurs à Mmh. l'avenir, commencer à réfléchir justement comment obtenir une nationalité par rapport à cet ailleurs, que ce soit dans l'Union européenne ou ailleurs, Mmh. réellement, si c'est en Ouais. Thaïlande par exemple, ou à, Mmh. alors après pour le plus élevé à Singapour, comment vous allez faire pour arriver, si vous arrivez dans une banque à Singapour aujourd'hui de but en blanc et que vous dites je veux ouvrir un compte, on va vous dire pourquoi, vous êtes seulement français, qu'est-ce que vous Mmh. venez faire ici, est-ce que vous avez une société ici, non, donc essayez d'imaginer les résidences qui pourraient vous séduire pour ne pas Mmh. être un exilé fiscal. J'incite pas du tout à l'exil fiscal, mais je dis aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des projets ailleurs, c'est le moment ou jamais de réfléchir à comment se mettre en place pour pouvoir les Mmh. mettre en place par la suite dans un second temps. Parce que tout ceci est très long, généralement. Ouais. Oui, effectivement. Et là-dessus, je voudrais qu'on finisse là-dessus. Merci Tom d'être avec nous ce matin. Tu le dis, hein, le bras armé, là, finalement, ce livret guerre. Alors, je sais pas comment l'appeler. Je sais pas s'ils ont trouvé un nom déjà. Le Bah, livret France. livre défense, apparemment, Le je sais pas livret si défense. C'est le bras armé de la corruption. C'est ce qu'on doit retenir tout de même, hein, ce matin. ouais, ouais, j'essaie pas de faire une déclaration Non, non, mais je punchline, sais, mais c'est pas c'est le but, intéressant mais de le dire. ce qui est le bras armé de la corruption, c'est pas le livre défense. Ce qui est le bras armé de la corruption, c'est qu'il y ait des commissions qui puissent décider d'investir dans le non-côté. Voilà, Mmh. c'est ça surtout. C'est le fait qu'il y ait des personnes qui soient en responsabilité pour investir dans des valeurs, dans des sociétés qui Mmh. finalement sont pas connues, sont pas voilà, Mmh. mais qui peuvent être la société Mmh. d'un camarade. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Et tout ça reporte le livret défense tout de même. À un moment donné, c'est la porte Et c'est dans d'entrée. la nature humaine, on jette la pierre Ouais, à personne. ouais, Je serai le premier, je suis, comme je le dis régulièrement, le jaloux de la fable, peut-être. Moi ouais. et d'autres, je serai le premier à me faire garnir des comptes à Singapour si j'étais commissaire européen. J'invective personne, là, hein, je veux dire, c'est pas, Oui, mais oui, oui. je veux dire, si on a le pouvoir de le faire, c'est un peu comme le vice. Hein, si on met, on parle beaucoup de Gérard Depardieu aujourd'hui, mais je pense que n'importe quelle personne, justement, si on met en face une très très jolie fille qui se Mmh. trémousse et qui danse, Mmh. et pendant des heures et des heures, il y aura peut-être un moment où il y aura une tentation, et c'est pareil sur la corruption. Voilà. Mmh. Si on donne Bon. le pouvoir d'investir beaucoup d'argent, il y a toujours un moment où on Mmh. va peut-être avoir envie de rendre des services et d'avoir une contrepartie. C'est dans la nature humaine. Donc il faut éviter tout ça, il faut que la population ait toujours un droit de regard, il faut que la presse économique ait un droit de regard. Aujourd'hui, ça se fait sur les médias sociaux, justement. Il faut qu'il y ait beaucoup de liberté, il faut que ce soit l'économie de marché qui régisse l'économie, il ne faut pas que ce soit un nombre restreint de Mmh. personnes. Mais c'est pas grave, parce que ça se passe à beaucoup d'autres endroits du monde. Hein. L'Europe n'est Mmh. pas tout aujourd'hui, la France n'est pas tout, il y a beaucoup de Mmh. moyens de faire, quand même, de se financer ailleurs, on peut se financer assez facilement aux États-Unis, on peut se financer à Dubaï aussi, Mmh. dans Mmh. FinTech par exemple, ça Mmh. dépend des secteurs d'activité. Et cette Europe socialiste et socialisante, elle représente finalement un territoire assez restreint qui est même Mmh. en deçà en termes Mmh. d'innovation que l'Afrique aujourd'hui, qui avance Mmh. beaucoup plus vite également en termes de financement. Bon, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ton analyse. Tom Benoît, essayiste et entrepreneur, directeur, Avec cher ami. plaisir, mon cher Nicolas. Ben, c'est toujours un plaisir de te recevoir, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Merci pour ces éclairages, ce décryptage et ce franc-parler tout de même, Tom. Ce franc-parler qui est Bon, toujours il agréable à faut, c'est entendre. le but, sinon ça sert Ouais, à rien de parler. Moi, je fais ouais, pas des médias pour gagner de l'argent. mmh, Hein. Je n'ai pas ouais, cherché à gagner de l'argent dans les médias. Donc la seule ouais, chose qui m'intéresse dans les médias, c'est de contribuer, je le dis très sincèrement, à faire avancer la société mmh, assez honnêtement. Voilà, mmh, c'est mon seul but. C'est la mmh. mission que je me suis donnée. Voilà. Ouais. En tout cas, nous, dans nos médias, on n'a pas choisi cette voie pour gagner beaucoup d'argent parce qu'on est quand même Voilà. les travailleurs précaires de l'information libre et indépendante. Merci, mon cher Tom, d'être venu ce matin sur Toxin. On te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup également. Bonne Et journée. un Nicolas. excellent week-end. La Merci beaucoup, matinale cher Toxin. Tom. Et nous, Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.